Nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui, 2 histoires dont une très longue et une paranormale. J'adore les histoires d'aujourd'hui et la première en plus, ça a dû déjà arriver, malheureusement, à plusieurs d'entre vous. Et ça c'est quand même triste, mais bon. Ça n'empêche que ça peut nous apprendre des trucs. En tout cas, comme vous le savez, les threads d'horreur, ça se regarde seul, de préférence, le soir, dans le noir, histoire de bien vous faire bader. Et oui, je veux que vous les subissiez, ces threads d'horreur, merde. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Maku, thread, horreur, crime, tueur en série, abonne-toi, like, partage. Oui, maintenant je parle qu'en mots-clés. Générique. La première histoire, c'est celle de Hannah, et elle a décidé de raconter une histoire qui lui est arrivée il y a environ 3 ans. Une histoire qui, encore aujourd'hui, lui glace le sang. Et elle se demande ce qui se serait déroulé si elle n'avait pas eu le réflexe de génie qu'elle a eu ce soir-là. Attention, cette histoire est très longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger et ou à boire en l'écoutant tranquillement. Avant de commencer, elle tient à préciser qu'elle va s'anonymiser et faire de même avec les autres protagonistes de cette histoire pour garantir son anonymat avant tout, car le fauteur de trouble de cette histoire est toujours en liberté actuellement. Commençons, je vous prie. Cette histoire a démarré en l'an de grâce 2018. Il n'y avait pas encore le Covid. Ah, cette époque si belle et lointaine. Et bam, le virus et les confinements, les morts, boum! Oula, je me suis garé, je crois. Et donc, sans Covid, les soirées étudiantes étaient fortement récurrentes. À l'époque, elle était en 2e année de licence dans sa ville étudiante et elle vivait en cité universitaire. Pour les besoins de l'histoire, elle doit nous faire un schéma de l'organisation des bâtiments de sa cité universitaire, car l'événement s'est déroulé dans celui-ci. Sa cité universitaire est composée de 6 bâtiments, numérotés ainsi. Bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, etc. jusqu'au 6e. Chaque bâtiment possède une porte principale et les résidents ont une clé spéciale pour ouvrir cet accès si on y vit dans ce bâtiment. Donc les personnes qui vivent dans le bâtiment 1 ne peuvent pas ouvrir avec leur clé les portes des autres bâtiments. Pour y accéder, il faut qu'une personne vivant dans ce bâtiment vous ouvre la porte avec sa clé ou bien directement de l'intérieur. Un système assez sympathique pour garantir leur sécurité. Trop bien, non? Oui, seulement il y a un truc assez étrange. En effet, le bâtiment 5 et 6 possèdent chacun leur porte principale. Mais la même clé permet d'ouvrir les 2 portes des 2 bâtiments différents. Pourquoi? Car pour accéder à la porte principale du bâtiment 6, il faut passer par la porte principale du bâtiment 5. Par conséquent, un résident du bâtiment 6 peut ouvrir la porte principale du bâtiment 5 et inversement. Et elle vit dans le bâtiment 5. Retenez bien ceci s'il vous plaît, car c'est important pour la suite. Maintenant que vous avez le plan de sa cité universitaire et la temporalité, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Elle va se faire appeler Lena. Comme elle l'a dit plus haut, cette histoire s'est déroulée en 2018, plus précisément en fin octobre 2018. Elle était dans sa chambre étudiante en train de réviser quand soudain, elle reçoit un SMS d'un ami proche qu'elle va nommer Maxence. Il lui dit alors que pour son anniversaire, il va organiser un barathon. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un barathon, c'est une tournée des bars. Et lui a donc proposé de venir. Étant une grande fêtarde dans l'âme et appréciant beaucoup cet ami, elle accepte volontiers sa proposition. Faisons maintenant un bond d'1 semaine dans le temps et nous voilà au soir du barathon. Elle arrive au premier bar désigné pour la soirée et elle fait connaissance avec les amis de Maxence et passe une plutôt bonne soirée. Parmi les invités, elle en connaît un seul de vue, on va l'appeler Frédéric. Elle l'avait déjà vu auparavant, car elle était amie avec son ancien voisin de palier et passait beaucoup de temps avec ce dernier. Donc elle le croisait souvent dans sa cité universitaire. Et elle ne l'appréciait pas du tout. C'était physique, il n'était pas fait pour s'entendre. Mais bizarrement, l'alcool et l'ambiance de la soirée ont fait qu'ils ont commencé à dialoguer. Il est maintenant environ 4 h du matin et tout le monde est mort. Elle est complètement ivre, Maxence l'est tout autant qu'elle, une bonne partie des invités aussi, et Frédéric tient, quant à lui, encore plutôt bien sur ses 2 jambes. Pour sa part, elle arrive à peine à marcher droit tellement elle était sous les effets de l'alcool. Et bourrée et inconsciente du danger, elle décide de partir et de rentrer chez elle à pied, seule dans la nuit et ivre. Bravo, la bonne décision sous alcool et personne lui dit que c'est pas bien. Buvez pas trop la famille, vous devenez con après. Mais alors qu'elle s'en va, Frédéric arrive et lui dit qu'il va la raccompagner car c'est très dangereux pour elle de rentrer seule ainsi. Quel chevalier. Si seulement. Il lui demande alors si elle vit toujours dans la même cité universitaire et elle répond par l'affirmative. Et il commence à marcher en direction de cette dernière, en saluant les autres invités ainsi que Maxence, qu'il a vu partir avec son ami. Durant le trajet, elle dessoule un peu, mais très peu car elle continue de ne pas marcher très droit. Frédéric semble en pleine forme. Les deux rient et discutent bien ensemble. Elle se dit à ce moment-là que finalement, ils peuvent arriver à un terrain d'entente. Surtout qu'il est l'un des meilleurs amis de Maxence
et que ce dernier est aussi un ami qui compte beaucoup pour elle. Donc, autant s'entendre avec Frédéric au bout du compte. Ils arrivent devant la porte principale du bâtiment 5 et elle le remercie de l'avoir accompagné, lui souhaite une bonne soirée en espérant le revoir bientôt pour boire une bière en sa compagnie et celle de Maxence. Et là, Frédéric lui dit « Attends, je te raccompagne jusqu'à ta chambre directement. Pourquoi voulait-il venir jusqu'à sa chambre ?» C'est ce qu'elle se demande. Le type, elle ne le connaît pas, même s'il parlait bien juste avant. Et surtout, une fois à l'intérieur du bâtiment, elle est en sécurité. Il pouvait partir désormais et elle sait continuer seule. Elle lui répond donc qu'elle peut bien se débrouiller seule, mais il insiste lourdement. Et pour se trouver une excuse, pour qu'elle le conduise jusqu'à sa chambre, il lui sort « En plus, j'ai trop soif, je pourrais avoir un verre d'eau ?» Dans son cerveau, c'est la guerre. Elle a un très mauvais feeling et elle est encore bien ivre contrairement à lui. Si elle refuse, il peut très bien la forcer. Donc, elle décide d'accepter, mais elle a un réflexe de génie. Elle lui dit « Je vis au tout dernier étage du bâtiment 6 et l'ascenseur ne fonctionne plus. Désolé d'avance du trajet que tu vas te taper en ma compagnie. » C'est un mensonge complet, bien entendu, vu qu'elle vit dans le bâtiment 5 et que l'ascenseur n'est pas du tout en panne. Et il lui dit que ça ne le dérange pas en souriant. Tremblante, elle ouvre la porte principale du bâtiment 5 et ils marchent, dans un silence de mort où seuls leurs pas résonnent dans le couloir, en direction de la porte principale du bâtiment 6. Elle la déverrouille et ils montent les marches. Ils arrivent presque au dernier étage et il est toujours derrière elle. Son mauvais pressentiment augmente et elle se sent comme prise au piège. Pourquoi voulait-il absolument savoir où elle logeait? Ce n'était pas normal d'insister autant. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, ils arrivent au dernier étage. À ce moment-là, elle a un deuxième réflexe de génie. Elle se dirige vers les toilettes communes et décide de se passer un peu d'eau sur le visage dans le lavabo de la pièce, en prétextant à Frédéric qu'elle meurt de chaud et qu'elle ne peut pas attendre une seconde de plus pour se rafraîchir. Il décide de faire de même et elle profite de ça pour s'éloigner sur la pointe des pieds au début, pendant que lui est entré dans les toilettes des garçons. Puis, elle tape le sprint de sa vie en sens inverse jusqu'au 3e étage du bâtiment 6 et elle s'enferme dans les toilettes communes de cet étage et elle attend. Elle attend encore et elle n'entend aucun bruit de pas. Rien du tout provenant du couloir. Puis là, elle entend des pas dans les escaliers s'approcher et elle tremble. Puis les pas s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce qu'elle ne les entende plus du tout. Elle reste 30 bonnes minutes, enfermée dans une des cabines pour être certaine qu'il soit parti pour de bon de la cité universitaire. Elle sort de sa cachette et entreprend le chemin jusqu'au bâtiment 5 en étant sur ses gardes en permanence et en vérifiant les recoins où il pourrait se cacher éventuellement. Elle était vraiment dans la parano la plus totale. Elle arrive à rentrer chez elle et s'endort tranquillement. Le lendemain, elle reçoit un message sur Facebook de Frédéric où il lui dit sous le ton de la rigolade qu'il a dû toquer chez l'un de ses voisins pour demander un verre d'eau. Il n'a pas l'air de lui en vouloir de l'avoir planté. Bizarre. Néanmoins, par la suite, il lui parle et ils entament une petite conversation. Juste après, elle n'a plus jamais eu aucune nouvelle de sa part, ni par le biais de Maxence. Alors, récapitulons. Sans connaître la suite de l'histoire, peut-être qu'il voulait juste passer un peu de temps avec elle parce qu'il l'aimait bien, et peut-être qu'elle était trop alcoolisée et du coup parano, et peut-être qu'il ne t'en veut pas parce qu'il pensait que tu étais bourré. Enfin bref, si j'étais à sa place et que j'étais quelqu'un de normal et que je t'avais accompagné jusqu'à ta chambre ou quoi, je ne sais pas, ce qui est déjà arrivé, hein, il ne s'est rien passé, je suis pas fou, ça me semblerait bizarre que la meuf soit barrée en courant. Je me dis soit je suis vraiment moche et ou alors elle s'est fait un film, soit elle est tarée. Voilà. Enfin bref, je cherche des excuses, mais je me trompe sur toute la ligne, vu la suite. Mais ça se pourrait avec une personne normale, non? Qu'en pensez-vous, la famille? Désormais, elle va faire un bond de presque 1 an dans le temps. Septembre 2019 arrive, nouvelle rentrée scolaire. Elle sort d'un cours et aperçoit au loin Maxence et des amis à lui qui étaient présents au barathon. Elle se dirige vers eux et ils discutent de tout et rien. Puis, le sujet du marathon de l'an dernier vient sur le tapis. Elle ne sait plus comment et elle dit en riant à Maxence que son ami Frédéric l'avait raccompagné et qu'il était assez chelou mais pas méchant. Puis Maxence la regarde avec un air froid et lui sort durement « Me parle pas de ce connard de Frédéric. Il a violé une nana lors d'une soirée cet été. » Et là, elle devient toute pâle. Elle finit par comprendre pourquoi il avait été aussi insistant avec elle ce soir-là et pourquoi il l'avait raccompagnée aussi. Il voulait sûrement aller jusqu'à chez elle pour boire son verre d'eau mais trouver un prétexte pour rester chez elle et avoir des relations sexuelles avec elle, avec ou sans son consentement. Au final, vous l'aurez compris. Même si elle a eu ce réflexe, elle rappelle qu'elle était encore très ivre et lui était en pleine forme. Il l'aurait facilement maîtrisé et forcé à avoir des rapports avec lui. Et rien que d'y penser, ça la fait flipper. Elle est passée pas loin de faire entrer chez elle un violeur qui aurait profité de son état d'ébriété pour abuser d'elle, comme il l'avait fait avec cette pauvre jeune femme qu'il a violée durant cette soirée d'été. Au moment où elle raconte cette histoire, nous sommes en 2021. Elle en a récemment reparlé avec Maxence et il lui a dit que Frédéric était toujours en liberté et que la victime n'avait jamais osé porter plainte contre lui. C'est souvent ce qui arrive malheureusement. Néanmoins, il a été blacklisté de nombreuses soirées étudiantes.
avant la période Covid bien sûr. Mais quand elle va sur son profil Facebook, elle voit des photos récentes de lui, avec des gens de sa faculté qu'elle connaît de vue, pour les avoir déjà vus en compagnie de Maxence ou d'autres amis. Et elle se dit, putain, c'est un violeur, mais il a quand même encore du soutien de la part de certaines personnes. Surtout qu'il a avoué avoir abusé de sa victime et a simplement dit qu'il le regrettait. Et ça suffit pour lui pardonner visiblement. Elle et Maxence font partie des personnes qui le détestent et souhaitent qu'il paie pour son crime. Mais vous connaissez la justice française, il ne paiera jamais pour son crime, et c'est malheureux de dire ça en 2021, autant qu'en 2023. Pour conclure cette histoire, elle aimerait vous dire une chose. Les filles, faites extrêmement attention à vous en soirée et n'acceptez jamais qu'un type que vous ne connaissez que très peu vous raccompagne, même si c'est l'ami d'un ami proche. Ce n'est pas votre ami. Vous ne le connaissez pas, et par conséquent, ne lui faites pas confiance. Regardez un peu ce que l'ancien meilleur ami de Maxence a fait et aurait pu lui faire si elle n'avait pas eu ce réflexe. Elle l'appelle le putain de cheval de Troie. C'est pas mal comme surnom ça, c'est bien trouvé. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de raccompagner des filles que je ne connaissais pas trop et je n'ai jamais eu de gestes déplacés, ni d'idées déplacées, donc méfiez-vous mais ne vous braquez pas contre n'importe qui. Il y a aussi des gens normaux et même des gens bien encore dans ce monde. Maintenant, Anna espère que justice sera rendue pour cet acte ignoble. Et elle remercie l'architecte de sa cité universitaire, car grâce à son plan chelou du bâtiment 5 et 6, elle a pu se tirer d'un potentiel sacré pétrin quand même. Si l'architecte passe par là, ça n'arrivera jamais, eh bien quand même bien joué à toi. La prochaine histoire, c'est celle de Lucas, et il va raconter un souvenir qu'il a vécu quand il était petit, vers l'âge de 7 ou 8 ans, sans pouvoir le dater précisément. Ce souvenir relève davantage du paranormal que de l'horreur, mais il l'a toujours intrigué, et plus récemment, il a compris pourquoi. Il fait partie d'une famille de 6 membres. Ses parents, un grand frère, une grande sœur et un petit frère. Il précise cela car ça a son importance dans son souvenir. Ce souvenir-là se passe durant une nuit tout à fait normale. Il partageait sa chambre avec son frère aîné, dormant dans des lits superposés. Dans sa famille, il y avait une règle stricte, être au lit à 21 h quand il y avait école le lendemain. Cependant, cette nuit-là, sans raison apparente, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Habituellement, même s'il lui arrivait d'avoir quelques nuits agitées, il dormait d'une traite. C'est ce qui s'est passé ensuite qui est étrange. Il a remarqué que la porte de la chambre était entrouverte, ou qu'elle s'ouvrait, il n'en est plus sûr malheureusement. Il avait peur du noir quand il était petit, donc il dormait avec la porte semi-ouverte. Et il ne se souvient pas si la porte s'est ouverte pendant cet événement, ou si elle était déjà. Il se souvient, c'est qu'il a l'impression qu'elle s'ouvrait de plus en plus. Il a vu la porte entrebâillée et une lumière très intense, bien plus que la lumière habituelle du couloir, ainsi qu'une grande ombre humanoïde en contre-jour. Cette scène a duré quelques secondes. Une fois cet événement terminé, il a demandé à son frère s'il avait vu la même chose, et son frère lui a répondu que oui. Qu'il a troublé sur le moment, c'est que son frère était réveillé, qu'il semblait aussi perplexe que lui. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il n'a pas mis longtemps à se rendormir, car il n'avait pas eu peur à ce moment-là. Ni la lumière, ni l'ombre ne lui avaient fait peur. Ils ont même pensé, lui et son frère, avoir rencontré le Père Noël. Étant petit, c'était l'explication la plus plausible à leurs yeux, et son frère avait probablement suivi cette idée pour ne pas l'effrayer. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, il a demandé à son père s'il s'était levé dans la nuit pour aller aux toilettes, sachant que pour accéder à la salle de bain depuis la chambre parentale, il fallait passer devant leur chambre. Son père lui a répondu que non, qu'il n'avait pas bougé de la nuit. Intrigué, il lui a expliqué l'histoire. Son père, une fois l'histoire terminée, lui a expliqué que personne n'avait quitté la chambre cette nuit-là. Comme il avait un sommeil très léger, il aurait entendu le moindre mouvement. Son père en a donc conclu que c'était probablement un rêve. Il a ensuite posé la même question aux autres membres de la famille, mais personne n'a répondu positivement. De plus, en se basant sur la taille de l'ombre qu'il a vue cette nuit-là, il est convaincu que cela ne pouvait pas être son père, qui mesure 1,92 m. En fait, l'ombre semblait même plus grande que son père. Ce souvenir troublant ne lui est pas resté longtemps en tête. Il pense même l'avoir oublié le jour même. Il est réapparu quelques fois dans ses pensées lors de discussions avec des amis sur des histoires paranormales ou effrayantes vécues par chacun. Avec le temps, il a commencé à penser que ce n'était qu'un simple rêve de son enfance. Mais lors d'une discussion avec son frère aîné et son père, alors qu'il avait 18 ou 19 ans, il a réalisé que ce n'était pas seulement un rêve. Ce jour-là, son père vient de rentrer de son travail en restauration et comme d'habitude, il se sert une bière puis s'installe dehors pour la déguster tranquillement. Lucas est avec son grand frère devant la télévision, mais il décide de rejoindre leur père à l'extérieur. La conversation prend rapidement la forme d'anecdotes d'enfance. Le père raconte alors un étrange rêve très réaliste qu'il a fait étant petit, impliquant un homme dont la tête ressemblait à la flamme d'une bougie, avec qui il avait partagé des expériences telles que monter à cheval ou faire de la moto. Une histoire qui semble tout droit sortie de Ghost Rider. Bien que cette anecdote soit intrigante, la discussion continue sur d'autres sujets. Lucas prend alors la parole pour raconter le souvenir qu'il a partagé précédemment quand il était petit. Pendant qu'il explique ce souvenir, son frère le regarde avec un air un peu choqué, mais il reste calme, toujours souriant. Une fois le souvenir raconté, le frère répond avec un simple « Ah, donc je n'avais pas rêvé ce soir-là. Toi aussi tu l'as vu, le démon à notre porte. » Pardon, c'était léger jusqu'à présent.
Là, je suis pas bien, ça y est. Pour ceux qui me connaissent, moi et le paranormal, on s'aime pas trop. Hein. Ils discutent alors brièvement de ce souvenir, et Lucas rappelle qu'après la disparition de la lumière et de l'ombre, il avait demandé à son frère s'il avait également vu la même chose. Mais son frère ne se souvient pas de ça. La conversation ne s'étend pas plus loin, mais son frère semble un peu plus traumatisé que Lucas, car il assure avoir vu une ombre terrifiante. Lucas ne comprend pas ce que ça pouvait être, et son frère espère ne jamais revoir ce qu'il a vu. Lucas, quant à lui, a conservé ce souvenir comme un événement qu'il qualifierait de paranormal. Oui, ça me semble être la bonne définition, oui. Il admet qu'il ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là, et qu'il ne le saura probablement jamais. Il partage cette histoire avec l'espoir que quelqu'un d'autre pourrait avoir vécu une expérience similaire et invite les viewers de cette vidéo à donner leur interprétation à cet événement dans les commentaires. Mon dieu, une apparition dans la nuit alors que personne n'est debout, quelle angoisse. Je vous jure, j'ai pas peur de grand chose, mais le paranormal, ça m'effraie. Vous voyez, c'est insaisissable, c'est intouchable, c'est puissant si ça existe et tout. Bref, c'est ingérable comparé à quelqu'un d'humain, qui reste toujours qu'un être humain. Donc moi, un cambrioleur, un truc, un mec qui vient de tuer, bah, je vous jure que ça me fait moins peur. Par contre, un démon qui vient de buter, tu peux pas le gérer, tu peux rien faire, tu vois. Hop, j'ai un gun, je tire sur le démon. Ça bat les couilles, vous voyez? Bref, caca culotte, quoi. Bon, décidément, le paranormal, c'est pas mon délire. Hein. Et vous, qu'est-ce qui vous effraie le plus? En tout cas, on est d'accord pour dire que ces threads étaient bien claqués au sol. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? MDR, je me termine moi-même. Non, sérieux, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson et tutti quanti. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille. Kiss!